Donc, les objectifs de la présentation, c'est un peu de mettre en lumière les différents constats en lien avec le conflit sévère de séparation. Ensuite, présenter le programme d'intervention socio-judiciaire, donc la trajectoire qu'on a mis en place, puis faire connaître les particularités liées à la prise en charge socio-judiciaire des familles en conflit sévère de séparation. Donc, petite statistique, parce que c'est toujours intéressant. Donc, 20 à 35 des couples séparés manifestent un haut niveau de conflit plus de 2-3 ans après la séparation. Même après 10 ans, il y a encore 5 des familles qui manifestent un haut niveau de conflit. Au Québec, 2017-2018, 17 des enfants étaient pris en charge par la DPJ en mauvais traitement psychologique. Et de ce nombre-là, 19 étaient en conflit sévère de séparation. La grande majorité des mauvais traitements psychologiques sont l'exposition à la violence conjugale, naturellement, mais tout de suite après, c'est le conflit sévère de séparation. Donc, les constats généraux, c'est qu'au Québec, il y a très peu de services publics qui sont offerts pour répondre aux besoins des familles à haut conflit de séparation. Au niveau judiciaire, il y a plusieurs méthodes de résolution de conflits qui ont été mises en place, telles la médiation, la conférence de règlement à l'amiable. Par contre, ces familles-là mettent souvent ces modes de résolution de conflits-là en échec parce que ces parents-là préfèrent l'affrontement, ils privilégient l'affrontement puis les batailles judiciaires. Là, c'est des parents qui sont particulièrement experts dans tout ce qui est démarche judiciaire. Ils aiment ça que quelqu'un tranche pour eux. Donc, de vouloir faire des consensus, c'est moins commun pour eux. Le conflit entre les parents est l'un des prédicateurs les plus significatifs des problèmes d'adaptation chez l'enfant. Donc, clairement, ça a des impacts chez l'enfant. Les constats au niveau des DPJ, c'est qu'au niveau de l'intervention, c'est une lourdeur, ces situations-là. Il y a deux types d'intervenants. Il y a ceux qui les détestent et il y a ceux qui y voient un certain défi. Mais en définitive, c'est un certain défi pour les intervenants. Il y a un sentiment d'impuissance puis d'échec. On se sent rarement très compétent avec ces parents-là. Ils nous placent souvent dans des situations de non-possibilité de résolution. Il y a un envahissement vis-à-vis les demandes incessantes de ces parents-là. Ils sont continuellement en demande. Les vendredis, 4h30, quand on est intervenant, notre boîte vocale sonne, RTF, les bottes d'eau. Et là, on peut, mais c'est sans arrêt. Donc, ils font des demandes vraiment incessantes en lien. Fait qu'on peut se sentir envahi. C'est souvent des dossiers qui demandent plus que d'autres situations. Là. C'est des gens qui demandent énormément. Triangulation des intervenants. Elle m'a dit ça, elle m'a dit que tu avais dit ça. Donc, on est beaucoup triangulés. Vous allez voir plus loin, ça fait partie des décisions qu'on a prises en lien pour éviter la triangulation, d'éviter le nombre d'intervenants présents dans ces familles-là. Puis le sentiment de devoir prendre position, de ne pas prendre position, c'est de prendre position parce que pour ces parents-là, il y a automatiquement pour eux une prise de position qui si on dit rien, ben c'est parce qu'on prend pour l'autre, puis et la même chose à l'inverse, donc on est continuellement là-dedans. Au niveau du système judiciaire, c'est qu'on convenait que le système judiciaire était peu adapté pour répondre à ce type de situation-là. Le juge Proulx, avec qui on a fait la trajectoire, dit qu'il y a très, très peu de dossiers, lui, dans sa carrière de juge, où il a eu l'impression de faire vraiment une différence dans ces situations. Là, il y a plus l'impression d'avoir été utilisé plus souvent qu'autrement. Donc, le système est instrumentalisé pour régler les conflits. Tantôt, je l'ai dit, ces parents-là aiment qu'on tranche pour eux. Donc, le nombre important d'auditions à la Cour supérieure et à la Cour du Québec, il y a une petite statistique de Francine Cyr qui dit que c'est 10 de toute la clientèle et que ça représente 90 du temps de cours. Donc, c'est des parents qui sont très énergivores en termes de temps de cours et j'aurais le goût de dire en temps d'intervenant aussi. Là. Et que les délais dans la prise de décision, c'est souvent des dossiers au niveau de la protection de la jeunesse. Ça va être long de faire une preuve. Ils ont énormément de témoins, des resignalements, des signalements en cours d'évaluation, en cours d'application des mesures. Puis pendant tous ces délais-là, ben c'est l'enfant qui est au centre de tout ça, puis que ça vient exacerber un peu l'impact que ça a sur lui. Beaucoup requestionné, un nouveau signalement, on requestionne, l'avocat questionne les enfants,
expertise, contre-expertise. Donc, les enfants sont souvent au centre. Et ça, c'est quand ils ne sont pas questionnés par leurs parents. Qu'est-ce que tu aimerais le mieux? Qu'est-ce que tu voudrais, toi, là? Où tu vas aller rester? Donc, les enfants sont vraiment au centre de tout ça. Donc, petite perspective historique, il y a eu les amendements de la loi en 2007, parce qu'avant ça, le conflit sévère de séparation, on n'en entendait pas tant parler que ça. On avait la notion d'aliénation parentale qui a pointé là, un petit peu avant 2007. Mais en 2007, la loi de la protection de la jeunesse est venue introduire la notion de conflit sévère de séparation. Donc, il y a eu une augmentation des signalements en lien avec ça. Il y a eu des réflexions qui ont eu lieu là, à Projet Montréal, la coordination parentale au niveau de Montréal. Il y a eu PCR, qui est un projet qui est ici à Québec, dans lequel il y a eu une présentation il y a quelques mois auquel j'ai assisté. En 2013, sous l'initiative du juge Claude Boulanger, ont interpellé les DPJ pour faire un projet de justice thérapeutique. Lui, il avait un intérêt à faire un projet de justice thérapeutique. Ce qu'il proposait à ce moment-là au DPJ, c'était de faire un projet en lien avec santé mentale ou toxicomanie. C'est souvent dans ces deux aspects-là que la justice thérapeutique prend un certain sens, mais à partir de 2015, les DPJ ont dit oui, on va embarquer sur un projet de justice thérapeutique, mais on va le faire vraiment sur la problématique des conflits sévères de séparation. Donc, en 2015, il y a eu un groupe de travail qui s'est mis en place et en 2017, on a finalisé le programme qui est disponible à la Bibliothèque nationale, qui est vraiment une petite bible sur l'intervention à faire auprès, pas juste dans le cadre du programme, mais je pense que toute personne qui travaille auprès de cette clientèle-là peut bénéficier de certains éléments du programme. Donc, le projet, ça s'articule autour de deux moyens. L'adaptation de la trajectoire judiciaire en fonction de ces problématiques-là et l'implication d'un intervenant désigné qu'on appelle l'ICP ou l'intervenant en coparentalité. Cet intervenant-là intervient sur la L4S. On le voulait indépendant des services qui relèvent de la protection de la jeunesse. Il applique un processus d'intervention clinique qui est dans le programme. Vraiment, on voulait qu'il soit neutre. On voulait viser la neutralité. Ce qu'on se disait, c'est que peut-être que les parents allaient être plus enclins à participer à la démarche s'ils n'avaient pas l'impression que ce qu'ils allaient nous dire allait se retrouver éventuellement dans un rapport de révision ou un rapport d'orientation. Donc, de là, la neutralité de cet intervenant-là. Donc, on le voulait vraiment dégager de la trajectoire protection de la jeunesse. Donc, les objectifs secondaires pour la DPJ, c'était réduire la fréquence, puis l'intensité, puis la récurrence des conflits, développer chez ces parents-là des capacités de communication, parce que définitivement, lorsque notre première année de mise en place ressort, c'est que c'est vraiment la communication qui est l'enjeu majeur dans ces situations-là. Favoriser le fait que les parents réussissent à avoir une saine gestion de leur conflit, sans qu'ils doivent recourir à des instances extérieures. Dans un monde idéal, mettre un terme à la situation de compromission. Proposer une intervention rapide et adaptée à ces familles-là. C'est que ce qui ressortait, c'est que c'est souvent des situations, quand on arrive au niveau du tribunal, c'est des dossiers qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se régler. Puis on se disait, c'est comme une période un petit peu stérile au niveau de l'intervention. L'intervenant commence, mais le parent veut attendre, lui, d'aller démontrer que c'est pas lui qui est responsable, que c'est l'autre, puis qui est... Donc, on a vraiment de la difficulté. Donc, là, ce qu'on se disait, c'est qu'on va optimiser cette période-là de l'intervention, puis réduire définitivement l'impact là, de ces enfants-là, l'impact sur le développement des enfants. Au niveau de la cour, saisir rapidement le bon dossier à la bonne place, prendre la bonne mesure, le bon jugement au bon moment. Ensuite, adapter le processus judiciaire en fonction de l'implication des parents dans l'intervention, prévenir l'instrumentalisation. Puis, dans la limite du possible, impliquer un seul palier judiciaire dans la démarche, parce qu'on le sait, on est au tribunal de la jeunesse, puis parallèlement, ils saisissent la Cour supérieure, puis on a une situation, parallèlement, ils saisissent aussi les petites créances. Donc, vraiment de limiter à un seul palier d'intervention au niveau du tribunal de la jeunesse.
Les critères de participation au programme, c'est qu'à partir du moment où l'intervenant à l'évaluation, ici c'est AEO, il faut que je m'habitue, nous autres c'est EO en Montérégie. AEO conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en mauvais traitement psychologique, conflit sévère de séparation, et que l'option de la mesure volontaire est écartée. Donc, on voulait vraiment qu'une mesure volontaire dans laquelle les parents reconnaissent, sont motivés et ont la capacité que ça continue à être des mesures volontaires, mais qu'on se dit, ben, on va judiciariser cette situation-là, mais on a quand même une certaine reconnaissance de la part des parents. Donc, ça nous prend une judiciarisation. Il faut aller au tribunal. La trajectoire n'est pas possible si on fait signer une mesure volontaire. Que les parents reconnaissent la présence d'un conflit de séparation et l'impact sur l'enfant. Eu égard à c'est la faute à qui. Donc, c'est vrai qu'on se chicane tout le temps, c'est vrai que ça a un impact sur notre enfant, mais c'est de sa faute à lui. Ça convient. Pour nous, cette reconnaissance-là, on va capitaliser là-dessus, là, sur cette reconnaissance-là. Puis les parents doivent avoir suivi ou s'engager à suivre là, la séance de coparentalité, la séance de parentalité offerte par le ministère de la Justice. La raison, c'est que dans un monde idéal, les juges maintenant du tribunal de jeunesse ont la possibilité, dans le cadre de 37.3, de déclarer les droits d'accès et les droits de garde. Donc, si on en venait à la fin du programme, s'ils n'ont pas suivi cette séance-là, le juge ne pourrait pas se saisir de cette possibilité-là puis ordonner. Parce que l'idée, c'est que si on a réussi à régler ça au niveau du tribunal de la jeunesse, on ne veut pas qu'il aille se chicaner au niveau de la Cour supérieure. On voudrait pouvoir clore ça au niveau du tribunal de la jeunesse. On n'a pas mis d'autres critères d'exclusion ou d'inclusion. Ça, c'est quelque chose avec laquelle il va falloir être vigilant. On sait qu'il y a des situations en lien avec la violence conjugale, au niveau de la santé mentale aussi, qui peuvent créer des situations précaires. Actuellement, on prend le pari, à partir du moment où on a ces critères-là, on les essaie, on va documenter sur quel est. Mais force est de constater que si on enlevait ces deux critères-là, on n'aurait plus de clients. On n'aurait plus de parents dans la trajectoire parce que souvent, il y a des bons indices de santé mentale quand même. La violence conjugale, elle est souvent alléguée, pas toujours avérée, mais souvent alléguée. Donc, on a décidé d'être assez large, mais les prochains mois d'expérimentation vont nous amener peut-être à clarifier nos critères d'inclusion-exclusion. Ça, c'est la trajectoire. Je sais que c'est minuscule puis que probablement vous ne la voyez pas super bien, mais c'est vraiment la trajectoire judiciaire. C'est que dans le fond, de façon systématique, une fois qu'on a statué sécurité et développement compromis puis qu'on va au tribunal, rapidement, on saisit le juge coordonnateur. Il y a 2 juges en coparentalité à Québec. Il y en a aussi 2 en Montérégie. C'est les 2 territoires actuellement dans lesquels on fait un pilote. Toujours les mêmes juges. Pour Québec, c'est la juge Fanny Côte et la juge Hélène Bourassa. C'est eux qui suivent l'ensemble de la démarche de la trajectoire judiciaire du début jusqu'à la fin. Donc, dans un premier temps, on a une audience pour la forme. L'audience pour la forme, ça sert vraiment à venir expliquer aux parents la trajectoire, les engagements qu'ils doivent prendre, s'assurer qu'on a bien compris que la reconnaissance. Je sais que les juges tentent beaucoup aussi ils donnent des devoirs aux parents du genre, ben là, je veux que vous me reveniez avec quels sont les impacts sur vos enfants, sur quoi vous allez vouloir travailler, puis quels sont les objectifs que vous allez vouloir retenir. Puis en parallèle, parce qu'on veut aussi une implication, des avocats de la défense, des avocats du DPJ. Donc cette instance-là sert vraiment, on se demande est-ce que l'enfant, on veut qu'il soit impliqué ou non dans la trajectoire, comment on fait les choses. Donc ça se passe tout au proforma. Par la suite, on a l'audience principale, audience dans laquelle le juge statue sécurité, développement, compromis, en mauvais traitement psychologique. Puis par la suite, on débute la trajectoire. Donc, il y a l'implication de l'intervenant en coparentalité. Et là, qui va faire le suivi auprès de cette famille-là. Suivi intensif, 1 fois par semaine. On implique aussi les enfants dans la démarche. On peut faire autant du familial que du coparental. L'objectif, là, c'est vraiment de placer ces parents-là ensemble. Donc, on privilégie la coparentalité.
Donc, un parent qui ne voudrait pas s'asseoir avec son ex-conjoint ne pourrait pas participer à la trajectoire, ne pourrait pas participer. On veut qu'ils s'assoient ensemble. On est très ouvert dans les modalités. Bon, il y a des parents qui disent, moi, j'ai des craintes de me retrouver tout seul avec mon ex-conjoint. On va vous accompagner, on va aller vous mener, on va décaler. Bien, probablement, comme vous le faites tous, à la protection de la jeunesse aussi, là, des fois pour rassurer les gens. Donc, on va faire un suivi une fois par semaine pendant 6 mois minimum pour par la suite retourner au tribunal, faire des recommandations à la magistrature. Pendant tout ce temps-là, le juge saisit du dossier, le juge en coparentalité demeure dans la situation et peut être interpellé quand on vit des impasses dans le suivi. Un exemple, un parent n'est pas assidu à ses rencontres. C'est quand même très demandant pour un parent, autant émotivement qu'en termes de temps. Bien, il ne vient pas la moitié du temps, mais on pourrait saisir le juge pour dire, bien, on a une impasse, est-ce qu'il veut vraiment collaborer? Et le juge pourrait entendre ça, puis dans un processus un petit peu de médiation, réitérer l'intérêt ou pas des parents à vouloir participer. Donc, on a toujours cette instance-là de l'audience de suivi qui est toujours disponible pour les parents, mais les parents peuvent aussi saisir la cour pour dire, moi, il y a des choses qui ne font pas mon affaire, puis je veux que ça s'arrête. À ce moment-là, ils pourraient aussi saisir le tribunal. Donc, le juge est là. Si on n'a pas besoin de le revoir, on le revoit à la fin, mais il est là à tout moment pour régler les impasses. Donc, le rôle du juge en coparentalité, il est là du début à la fin. Il reçoit les admissions, il tranche en temps opportun, il assume les gestions d'instance, il est disponible tout au long. Il faut comprendre que la magistrature, dans le cadre du programme, s'engage à ce que quand on fait une demande d'audition pro forma, la première, c'est dans les 5 jours suivant la demande. Dans les 30 jours suivants, on a une audience principale. Puis par la suite, quand on a besoin de rencontrer le juge pour une audition de suivi, il s'engage à être disponible dans les 5 jours ouvrables. Parce que si on veut une impasse, mais qu'on voit le juge dans 1 mois et demi, c'est court, hein? 6 mois, c'est ça qu'on se rend compte, là, c'est très court. Fait que si on veut une impasse, il faut qu'on soit capable de l'adresser tout de suite, puis de pouvoir avancer, puis de capitaliser là-dessus, parce que sinon, ça sert pas à rien. Mais les juges démontrent une belle disponibilité, puis une belle ouverture. Mais les juges, surtout, s'engagent à faire autrement. Donc, la salle de cours se passe pas de la même façon, là, dans le sens où il y a beaucoup de médiation qui est fait, on entend les parents, il n'y a pas d'objection qui est fait. Fait que ça commande aussi de nos avocats de contentieux une autre façon de faire, là, parce que c'est pas je m'objecte, monsieur, votre honneur, ou on est vraiment dans la collaboration, tu sais, que nos avocats aient donné la main aux parents dans la salle d'attente, se présentent, expliquent leur rôle. On a beaucoup de parents non représentés. Donc, c'est l'avocat de notre contentieux qui doit jouer ce rôle-là. Quand on dit faire différemment, ces parents-là, ils savent comment ça marche le tribunal, puis ils apprécient ça en quelque sorte. Donc, si on veut un petit peu leur changer leur façon de faire, ben il faut qu'on fasse différemment parce que sinon, ils sont très, très compétents dans leur façon de faire à eux, dans leur pattern habituel. Donc, le rôle de l'avocat, et c'est tout avocat confondu, c'est vraiment de collaborer, d'encourager son client parce que il y a un enjeu, hein, on le sait que ces parents-là, c'est beaucoup le rôle de bourreau-victime. Là. Donc, je suis victime de mon ex ou Donc, parfois, les avocats sont pas toujours supportants dans cette démarche-là, dans le sens où eux, ils entendent une version, puis c'est la version de leur client. Donc, c'est la version officielle et parfois, on a comme de la difficulté. Là, ce qu'on se dit, c'est faut que tous les avocats se mettent ensemble pour voir quel est l'intérêt de l'enfant, quel est le meilleur intérêt de l'enfant, que tu défendes maman ou papa, mais quel est le meilleur intérêt de l'enfant. Placer les besoins de l'enfant au centre, puis encourager leurs clients à participer. Oui, tu ne trouves pas ça facile? Continue, vas-y. Là, on m'a appelé pour me dire que tu n'allais pas à tes rencontres. C'est important d'y aller, là. Tu comprends? C'est la DPJ qui est rendue dans ta vie, là. Tu sais, parce qu'il ne faut pas perdre ça de vue, là. On a déclaré que la sécurité et le développement étaient compromis. L'avocat de l'enfant, bien, ce qu'on s'attend de lui, c'est qu'il s'engage à déconstruire un peu la perception qu'il y a un parent bon et un parent mauvais, qu'il y a un méchant puis un bon. Souvent, c'est des visions très, très clivées là, que l'enfant a.
Donc, l'avocat, malgré le fait qu'il y ait un mandat conventionnel, l'avocat a son mandat que lui donne, mais il peut quand même faire un petit bout en disant ben, tu as quand même besoin de tes deux parents. Puis moi, je vais t'encourager. On a une situation actuellement à Québec où l'avocat de l'enfant a dit je comprends que tu n'as pas le goût de voir papa, là, mais tes parents et la juge ont pris la décision que tu allais voir papa. Donc, on va garder, on va respecter ton rythme, on va faire les choses correctement, mais tu vas voir papa. Là, naturellement, on ne parle pas de situations où il y a eu de l'abus physique, on ne parle pas, mais des situations, tu sais, des fois, on a des enfants, je ne veux pas voir papa parce qu'on mange juste des hot dogs. Ben, je ne sais pas chez vous, mais moi, ils sont bien contents quand ils mangent des hot dogs. Là. Fait que, il y a comme des fois, ça ne fait pas de sens les raisons pour lesquelles l'enfant veut pas voir son parent. Fait que dans ces conditions-là, on s'attend que les avocats nous donnent un coup de main en lien avec ça. Puis intervenir selon la prémisse qu'un enfant, ça a besoin de ses deux parents. Ça, c'est comme la prémisse de base. Il faut que l'avocat de l'enfant ait ça dans l'intervention qu'il va faire auprès de son jeune client. Le rôle de l'intervenant en protection de la jeunesse, comme je disais tantôt, le programme se passe au niveau de l'évaluation-orientation. Le dossier, pendant toute la période de la trajectoire, demeure à l'orientation. Donc, l'évaluation est terminée, on statue sécurité et développement, et là, on passe à l'orientation. Et c'est là que le programme se met en branle. On s'est demandé, parce que je sais qu'à Québec, l'application des mesures s'implique dès la partie orientation et puis on s'est demandé si c'était une bonne idée. Et puis, par rapport, tantôt, je parlais de la triangulation. On se disait, s'il y a l'intervenant en coparentalité, il y a l'intervenant AEO, il y a l'intervenant en application des mesures, le triangle est parfait là, pour faire dire toutes sortes d'affaires, surtout dans un contexte où on a de la confidentialité puis qu'on ne veut pas que l'intervenant en coparentalité parle. Pour cette raison-là, on a décidé que dans la mesure du possible, ces dossiers-là allaient demeurer à l'orientation. De par aussi l'intensité qui met l'intervenant en coparentalité, on se disait qu'il y avait moins de besoins. Mais nos attentes par rapport à l'intervenant AEO, c'est de proposer le programme, rassurer les parents, les informer, les accompagner, continuer à voir les familles malgré tout, parce qu'au final, ça va être l'intervenant de l'évaluation qui va avoir à faire des recommandations au tribunal, continuer à voir les enfants. Parce que naturellement, nos principaux baromètres de l'amélioration ou pas de la situation, ça va être les enfants. Des enfants qui disent « Ah, c'est vraiment cool, mon père a dit bonjour à ma mère la semaine passée. » Puis on vise des petits pas, hein? Des petits pas. Ce matin encore, je disais, on a une famille, après 3 rencontres, on a réussi à convenir avec eux que ben, quand on arrive, puis quand on se quitte, on se dit bonjour et au revoir. Ça, c'était les parents. C'est le premier consensus qu'ont fait les parents. Fait que c'est pour vous parler d'où on part par rapport à cette famille-là. Fait que naturellement, il n'y aura pas de brunch le dimanche matin. Là. On ne visera pas ça avec eux, mais on va peut-être viser quelque chose de plus fonctionnel. Mais dans cette situation-là, cet enfant-là, ce qu'il disait à l'intervenant AEO, c'est « Ah, papa a dit bonjour à maman quand il est venu me reconduire. » C'était beaucoup pour cet enfant-là. Puis il ne faut pas sous-estimer ce petit pas-là qui... Pour nous autres, c'est comme avancer un petit peu plus vite, là. Mais pour cet enfant-là, c'était significatif. Donc, il ne faut pas le négliger. Puis c'est pour ça qu'il faut que l'intervenant AEO continue à aller voir l'enfant, continue à s'enquérir de comment il va à l'école et tout ça. Donc, c'est le rôle qu'on va laisser à l'intervenant EO. Le rôle de l'intervenant en coparentalité, bien, comme je disais tantôt, on le veut neutre, on le veut extérieur à tout ce qui est protection de la jeunesse, neutralité, objectivité. Vraiment, on l'a voulu très, très hermétique, le rôle d'ICP, en espérant que cette façon-là va permettre aux parents de mieux s'impliquer. C'est sûr que là, on se dit, bien, tu sais, des fois, ça serait le fun de pouvoir, au moins, ne serait-ce que dans le transfert personnalisé, quand il s'en va à l'application des mesures, pouvoir un peu parler. En tout cas, on commence à l'adresser, qu'il y a certaines situations dans lesquelles la confidentialité, autant elle était souhaitable, autant elle est aussi contraignable, parce que c'est parfois difficile. Puis il faut comprendre que quand on retourne au tribunal, après le 6 mois, mais le juge, il ne sait pas ce qui s'est passé pendant 6 mois en coparentalité. Là, il peut avoir certains indices, mais il ne sait pas tant ce qui se passe. Donc, on est comme en train de regarder comment on pourrait, tout en préservant cette neutralité-là, mais réajuster. Mais je pense qu'il faut l'essayer plus d'une fois avant de dire qu'il y a des difficultés.
Son rôle est d'intervenir uniquement dans les problématiques de coparentalité. Puis il faut comprendre qu'on vise une coparentalité fonctionnelle. On vise vraiment le minimum avec ces familles-là. Puis animer des rencontres une fois par semaine, donc suivi une durée de 6 mois. On avait l'ouverture de dire une possibilité de 3 mois supplémentaires. Si on s'apercevait qu'avec 3 mois supplémentaires, on pourrait peut-être mettre fin à la situation de compromission où ça va tellement bien qu'on est en train d'atteindre des objectifs. Mais le 3 mois supplémentaire, c'est pas, j'ai pas réussi à les accrocher. Puis il me semble que si j'avais un autre 3 mois, j'essaierais encore. On n'est pas là-dedans. Donc, un 3 mois. Rencontre planifiée une fois par semaine. Peut-être aux 2 semaines, parce qu'il y a des parents, tantôt je disais que c'est très difficile émotivement, donc on avait cette ouverture-là. Des interventions téléphoniques qui peuvent être faites. Une des inquiétudes qu'on avait en début de programme, c'est quand je disais tantôt, on sait à quel point ces parents-là sont demandants puis comment ils envahissent. On se disait, nos intervenants en coparentalité vont être complètement envahis de téléphone. Non, absolument pas, parce qu'ils les voient vraiment une fois par semaine. Ils sont chanceux, hein? On les voit une fois par semaine. Fait que, tu sais, on leur dit, gardez, puis on va le regarder la semaine prochaine. Puis dans les faits, ils nous envahissent pas tant que ça. En tout cas, ils n'envahissent pas tant que ça, les intervenants en coparentalité. Mais ça, c'était comme, s'il y a des enjeux en lien avec la coparentalité, on ne veut pas que ce soit l'intervenant qui nous le réfère, on va le régler. Donc, la gestion des bottes, la gestion des calendriers, des congés de père, c'est toute la coparentalité qui le fait. Mais autant que, en tout cas de ma perception, quand j'étais sur le terrain, ces parents-là appelaient 4h30 le vendredi soir, là, c'était tout le temps là où ça brassait, autant que, non, ils n'appellent plus. Ils n'appellent plus eux non plus. Ils ont moins ce besoin-là, peut-être parce qu'ils sont accompagnés. Les thèmes abordés, on commence par expliquer le processus normal de séparation, parce qu'on sait que ces parents-là, parfois, ils prêtent des émotions aux enfants. Tu sais, l'enfant réagit. Ça se peut que ce soit une réaction normale à une séparation. Il est sûrement maltraité ou il est sûrement pas bien. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Donc, on refait la partie là, du processus normal de séparation. Ensuite, c'est quoi les besoins de l'enfant en lien avec la coparentalité? L'enfant a besoin de ses 2 parents. Comment ça se décline? Les caractéristiques de la coparentalité, la communication, comment on résout des conflits, comment la négociation des ententes, la gestion de la colère, le rôle des beaux-parents. Pas besoin de vous dire que ça prend énormément de place. Les beaux-parents dans les situations de conflit sévère, de séparation, et le plan parental. Tantôt, je vous ai parlé de la confidentialité et de la neutralité, mais ce qu'on se disait, c'est qu'il y a comme une petite fenêtre où il faut être capable de transmettre un petit peu ce qui se passe dans les suivis en coparentalité. Donc, le contrat d'engagement parental, c'est le contrat qui est signé entre l'intervenant en coparentalité et les parents, qui sont un peu à quoi s'engagent les parents, qu'est-ce qu'ils veulent travailler dans les prochains mois et comment. Donc, ça, c'est transmis à l'intervenant, puis c'est versé au dossier, c'est versé à la cour aussi. Donc, tout le monde sait, c'est là-dessus qu'on va travailler. Par exemple, une reprise de contact avec les parents, avec l'enfant et un parent. Le plan parental, c'est un outil qui est utilisé au niveau de la médiation. Au début, on utilisait le plan parental avec beaucoup de sérieux et de rigueur, dans le sens où on attendait vraiment des grandes ententes. Mais on était un peu déçus parce qu'on n'écrivait pas grand-chose, parce que des grandes ententes, ils n'arrivaient pas très rapidement. Mais en même temps, on se disait, l'entente que je vous parlais tantôt, se dire bonjour quand on arrive, bien, c'en est une entente. Donc, on s'est mis à les intégrer dans le plan parental. Puis ça permet aussi aux parents de dire, ah, on en a fait tant que ça d'ententes. Ah ouais, ça on passe mon temps à me chicaner. Non, ils en font des ententes, mais il faut comme les noter au fur et à mesure. Les parents sont souvent ils vont devant le juge et disent moi, j'ai un plan parental champion. Mais on le décortique, là. Aussitôt qu'il y a un petit consensus, une petite entente, on l'écrit. Donc, le plan parental a pris un peu une autre couleur à la lumière de qui on avait devant nous. Puis, les éléments factuels relatifs à une détérioration de l'état de l'enfant, ce qu'on se disait, c'est malgré le fait qu'on soit dégagé de la DPJ, on parle quand même de situations où la sécurité et le développement ont été compromis. Si on apprenait que l'enfant ne va pas bien, on ne peut pas se taire derrière la confidentialité, on va en informer l'intervenant à eux.
par exemple, un parent qui dit moi, il est chez nous, ça fait 3 semaines qu'il est enfermé dans le sous-sol, il ne sort pas, il ne se lave pas, puis ça ne va pas bien. OK, en avez-vous parlé à votre intervenant à eau? Ah non, je ne veux pas l'avoir. Mais madame, je veux vous informer que moi, je vais le dire à votre intervenant à eau parce qu'il y a des inquiétudes à y avoir par rapport à votre fils. Fait que ça, c'était comme la partie où on ne pouvait pas passer à côté puis ne pas en parler. Implantation, 3 territoires de CIUS et 6, ici à Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Montérégie sur 2 territoires judiciaires, donc Longueuil et Saint-Hyacinthe. C'est 3 ICP. Sophie, qui est ici, qui s'est jointe à nous, est ICP pour la Capitale-Nationale. Montérégie, on est parti depuis mai l'année dernière. Québec depuis septembre. Québec et Chaudière-Appalaches depuis septembre. Jusqu'à présent, on a vu 26 familles qui représentent 41 enfants dans le cadre du programme. Donc, c'est quand même intéressant. C'est plusieurs enfants. Nos constats préliminaires, les parents participent assidûment aux rencontres. Ça, on avait... ça fait toujours partie quand on prépare un programme comme ça. Les parents sont là à chacune des rencontres et les parents doivent, parce qu'ils sont obligés à rien, ces parents-là. Donc, après chaque rencontre, on leur demande, souhaitez-vous reprendre un rendez-vous la semaine prochaine? Et même si la rencontre n'a pas toujours bien été, ils reprennent toujours un rendez-vous la prochaine rencontre. La communication qui est l'enjeu central. La neutralité de l'intervenant a vraiment des grands plus. Là, je pense qu'on a des parents qui se permettent. On a un parent qui s'est permis de dire à son ex-conjointe « Je m'excuse, je n'ai pas été fin avec toi. » Il y avait eu des enjeux en lien avec des conflits, pas de la violence conjugale telle qu'on la connaît, mais il y avait eu des enjeux. Puis ce père-là, de par la confidentialité, s'est permis de dire « Je suis désolée, je m'excuse. » C'était déjà un pas, mais si on n'avait pas eu cette notion de confidentialité-là, je pense qu'il ne se serait pas permis. L'encadrement de la démarche par le milieu judiciaire, ça amène vraiment les parents à se montrer plus disponibles. On avait l'impression qu'on passerait notre temps à aller en audience de suivi. Dans les faits, il y en a eu 2 à Québec depuis qu'on est parti au mois de septembre. Montérégie un petit peu plus, mais il y a nettement plus de dossiers, donc en proportion, mais on ne va pas tant que ça voir le juge, on ne va pas tant que ça solliciter. Les impasses, on les règle. Puis il y a une situation en Montérégie dans laquelle le juge a dit « OK, vous voulez que je tranche? Sortez à l'extérieur, allez vous entendre. Faites-moi une proposition, parce que si je tranche, vous n'aimerez pas ça. » Les parents sont revenus avec une proposition d'entente. Donc, on était vraiment c'est plus facile de les appliquer quand effectivement ils ont été pris de façon consensuelle que quand c'est imposé. Parce que moi, je me questionnais sur comment on pourrait continuer avec ces parents-là si la juge venait trancher. La neutralité était plus difficile à partir de ce moment-là. L'implication des enfants et des adolescents au programme semble souhaitable. De plus en plus, on a commencé en se disant, les enfants, on va les voir quand on va sentir que les 2 parents sont prêts à se contenir assez pour pouvoir intégrer les enfants dans la démarche. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que non, les enfants, ils vivent de toute manière à tous les jours, donc rapidement, ils veulent être impliqués. Donc, on les rencontre dès le début de la trajectoire, puis ensuite, on module en fonction du désir de l'enfant d'être là ou pas. Des progrès cliniques sont observés là, dans le cadre des rencontres. On s'aperçoit que vraiment, les parents ils mettent beaucoup d'énergie et que ça porte fruit. Là, on a des parents qui font des équipes sur certaines interventions au niveau de l'encadrement de leurs enfants. Tellement qu'on a des enfants qui réagissent parce qu'ils disent, c'était bien plus facile quand vous vous entendiez pas, parce que moi, dans les fêtes, je faisais ce que je veux, mais là, à partir du moment où papa et maman se tiennent ensemble, moi, j'ai comme plus grand marge de manœuvre, là, tu sais. Donc, eux autres, il y avait un net intérêt à ce que ce soit plus difficile entre les parents. Les défis, un changement de pratique important. On veut vraiment faire différemment, puis faire différemment, ça commence du début à l'évaluation. Tu sais, la rédaction de nos rapports, comment on rédige nos rapports. Le père tu sais, des fois, on est beaucoup dans les faits, puis en conflit sévère de séparation, pour éviter que le parent nous accuse de prendre position,
on dit tout ce que le père dit de la mère, puis on écrit tout ce que la mère dit du père, puis là, on ne prend pas trop, mais c'est sûr qu'on va être contesté au tribunal, parce que le père va contester ce que la mère a dit, puis la mère va dire. Donc, de faire des rapports un peu plus dans le sens de quel est l'impact sur les enfants, c'est quoi qui nous a amenés là, y a-t-il des choses qui ont été tentées, qui ont marché. Donc, vraiment, on commence là, dès le début dans la façon de faire les rapports. Je parlais des juges qui tentent de faire différemment, les avocats de nos contentieux aussi, qui montent des requêtes différemment aussi. Là. On n'est plus dans les double... Des fois, il y a des allégués à n'en plus finir. Non, là, on n'est plus là-dedans. Très court. Quels sont les impacts? Quels sont les éléments de reconnaissance? Puis qu'est-ce qu'on recherche? C'est une responsabilité partagée. Dans le sens où, oui, l'intervenant a un petit bout de chemin à faire, mais l'avocat du contentieux a aussi un petit bout de chemin à faire, puis l'avocat du parent a un bout de chemin, la magistrature a un bout de chemin à faire, l'ICP a un bout de chemin aussi à faire là-dedans, mais tout ce monde-là, il n'y a pas de responsabilité unique, puis ça ne pèse pas sur les épaules d'une personne. Donc, quand les parents acceptent de travailler avec nous autres, bien, on embarque, mais tout le monde a comme son petit bout. Ça va pas bien, bien, on essaie de mobiliser tous ceux qui sont possible, les avocats, pour pouvoir continuer notre travail. On travaille en interdisciplinarité, puis ça, des fois, on ne voit pas toutes les choses de la même façon, donc il faut s'adapter. On ne demande pas aux juges de devenir des intervenants sociaux, on ne demande pas aux intervenants sociaux de devenir non plus des avocats. Donc, tout le monde a comme son petit bout à jouer là-dedans, puis à respecter le territoire de l'autre. L'adhésion, il faut y croire. C'est sûr que, des fois, dire à un intervenant, oh, tu vas garder ton dossier pendant 6 mois, ouais, je vois la réaction. Bien, tu sais, des fois, c'est difficile, c'est plus facile, on fait de l'évaluation, nous, on veut que ça passe à l'autre équipe. En même temps, il faut vraiment avoir la plus-value pour l'enfant, puis se dire, bien, je vais l'avoir pareil, parce que souvent, ces dossiers-là prennent un temps fou au tribunal. Fait que tant qu'on va y aller, puis on va l'essayer, pour les dossiers, pour l'instant qu'on a terminé, n'ont jamais pris plus que 2 heures de temps de cours. C'est pas beaucoup, là, tu sais, pour des dossiers au conflit sévère de séparation. On n'en a pas des millions de finis, naturellement, parce qu'on parle d'une trajectoire de 6 à 9 mois. Mais pour l'instant, définitivement, ça réduit de beaucoup le temps de cours. Puis demeurer centré sur les besoins des enfants, c'est un défi important parce que il nous amène ailleurs, hein? Il nous amène dans le conflit, puis c'est difficile des fois de se recentrer sur quoi, puis même si on est la protection de la jeunesse, puis on veut beaucoup, mais il nous amène ailleurs. Fait que des fois, on les gère, les bottes d'eau, puis on essaie donc de demeurer comme organisme, vraiment centrer ses besoins de l'enfant. C'est aussi un défi de chaque jour. Merci beaucoup.